Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous envisagez peut-être d'acheter un iPhone et vous êtes à la recherche de toutes les expériences que vous pouvez trouver sur le sujet. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon retour d'expérience sur l'achat de mon tout premier iPhone, l'iPhone 12 Pro Max. J'ai acquis cet iPhone 12 Pro Max et l'Apple Watch Series 6 et tous les deux en bleu Pacifique pour être cohérent au niveau du style. À l'époque, je possédais un Samsung Galaxy S10 Plus, donc un téléphone performant, compétitif dans les jeux, avec divers modes photo ultra perfectionnés, sans oublier la recherche sans fil que j'utilisais très souvent et un excellent son stéréo. Le tout dans des matériaux premium tels que le verre et accompagné d'un écran de 6,4 pouces à couper le souffle. Vous l'aurez compris, j'aimais vraiment bien ce téléphone et surtout les possibilités qu'il me proposait. Donc je ne voulais absolument pas descendre en dessous de ce standard de qualité. L'un des points les plus cruciaux pour moi, c'était la diagonale. Je ne voulais absolument pas quelque chose de plus petit, donc pas vraiment le choix. Si je veux aller du côté Apple, c'est le 12 Pro Max qui est le plus grand pour l'instant, avec du 6,7 pouces. Sur le papier, ces deux smartphones se valent, ils sont vraiment au coude à coude dans quasi tous les domaines. Mais alors pourquoi changer de smartphone? Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo, mais je travaille à présent dans un Apple Premium Reseller. Et donc pour me plonger pleinement dans l'écosystème Apple et proposer des services de qualité à mes clients, il fallait que je mette absolument les mains dans le cambouis et que je puisse me confronter à tous les problèmes d'un utilisateur classique. Bref. La première prise en main s'est très bien passée, la migration également. J'ai opté pour la solution qui n'est pas la plus facile, mais en tout cas qui est la plus adaptée à mes besoins et à ce que j'avais envie, c'est-à-dire de tout installer manuellement. Il existe une application qui permet de tout transférer depuis votre smartphone Android vers votre iPhone, et ce automatiquement, mais moi je voulais vraiment partir depuis le début, comme si je n'avais jamais eu de smartphone, donc connecter mon compte Apple à mon iPhone, installer chaque application manuellement, et devoir paramétrer l'iPhone de bout en bout. Ça m'a permis de découvrir toutes les fonctionnalités et d'explorer tous les menus de cet iPhone. Sans oublier que c'est la bonne occasion pour faire du tri dans les applications. Que ce soit chez Samsung, OnePlus, Oppo ou consorts, ou chez Apple, le matériel utilisé est assez similaire et propose généralement de tout dans toutes les gammes et dans tous les prix. Mais l'avantage indéniable chez Apple, c'est que la société gère aussi bien le hardware que le software, donc l'iPhone et iOS. Les deux sont faits pour fonctionner ensemble, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Apple parvient à faire plus avec moins. Mais dans les grandes lignes, que ce soit iOS ou Android, les deux permettent de faire la même chose, passer des appels, aller sur WhatsApp, envoyer des mails. Bref, la grande différence, c'est le moyen qu'ont ces deux systèmes différents pour arriver au même résultat. C'est ce qu'on va appeler vulgairement l'algorithme. Et au plus cet algorithme tire parti des pièces qu'il utilise, au plus rapide sera le téléphone. Mais attention, dans votre switch d'Android vers iOS, il y a peut-être des applications qui n'existent pas sur iOS, donc renseignez-vous avant de faire tout achat. Pour tout ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify et consorts, aucun problème, les grosses applications existent bel et bien sur Android et sous iOS. Une autre différence, c'est le lexique qu'il va falloir apprendre. Apple aime bien avoir son petit vocabulaire à part entière. Sur Android, vous avez exporté, envoyé, imprimer pour un email par exemple ou un simple fichier dans l'explorateur. Sur iOS, vous allez avoir partager. Partager veut dire en fait partager ce que vous êtes en train de faire avec un logiciel extérieur. Donc partager permet à la fois d'enregistrer une image en dehors de la galerie, de l'imprimer, de l'envoyer par mail, par WhatsApp ou ce que vous voulez. Il y aura tout de même un petit temps d'adaptation pour vraiment maîtriser votre iPhone. Niveau autonomie, sur ce modèle haut de gamme, je tiens 2 jours, comme avec mon Galaxy S10 Plus. Vous allez certainement avoir moins d'autonomie avec un iPhone SE ou un 12 mini. Mais pour ma part, je recharge 2 fois par jour, environ 30 minutes, le matin et le soir. C'est lorsque je suis dans ma voiture et qu'il est connecté à CarPlay. Petite session de charge, qui est beaucoup mieux pour la batterie qu'une grande session de charge et de laisser se décharger complètement. Évidemment, c'est ça qu'il faut éviter, c'est de laisser se décharger en dessous des 20 ou 15%. Et pour une charge complète, je le mets 2 fois par semaine. J'utilise le socle de Belkin en MagSafe, sur lequel je mets également ma montre et mes Galaxy Buds. Et j'ai également activé l'option recharge optimisée de l'iPhone, afin que celui-ci puisse étudier mes habitudes et donc gérer un peu mieux la recharge, et ainsi préserver la durée de vie de la batterie. Niveau fonctionnalité, il y a quand même des choses qui n'existent pas ou qui sont un peu différentes sur iOS que sur Android, et des choses qui m'ont vraiment marqué et que j'aime vraiment bien. Donc je voulais vous les partager pêle-mêle, sans trop rentrer dans les explications. J'aime tout particulièrement le réveil, qui me propose de se désactiver si une activité est détectée sur mon iPhone, et ce avant mon heure de réveil. Ça me permet par exemple de me lever à 7 h du matin au lieu de 8 h, et de commencer ma journée, sans que mon réveil se mette à sonner à 8 h quand je suis en réunion par exemple.
Siri, certes, n'est pas le meilleur assistant du monde, mais il y a quelques petites choses qu'on peut lui faire faire et qui sont bien pratiques, comme lui demander de couper le réveil pour le lendemain sans que ça ne le coupe pour le surlendemain. Dis Siri, peux-tu programmer un réveil pour demain à 7 h? J'ai réglé votre alarme pour 7 h demain. Parfait. Le bouton de silencieux on-off sur le côté, c'est pas présent sur tous les constructeurs Android, mais je trouve ça vraiment très intelligent. Ça permet de mettre en silencieux rapidement et discrètement lorsqu'on est en réunion ou en cours par exemple. Face ID ou déverrouiller son téléphone avec son visage, je trouve ça vraiment pratique comme pas possible, sauf dans un seul cas où votre iPhone est posé à plat sur la table. Là, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'aimais bien avoir un capteur digital sous l'écran sur Android, mais ici ce n'est pas encore le cas avec le 12. Et pour ceux qui auraient une Apple Watch, vous pouvez déverrouiller votre iPhone si vous avez un masque. Et la dernière feature que je veux vous présenter, c'est iCloud, qui est vraiment quelque chose de fabuleux. Pour ceux qui ne connaissent pas iCloud, sachez que c'est du stockage dans le cloud, mais pas seulement, puisque vous pouvez réaliser une sauvegarde complète de votre iPhone, donc avec les photos, les applications installées, les mots de passe enregistrés et tous les réglages de votre iPhone, ce qui permettrait par exemple, en vous connectant seulement à votre compte iCloud sur un nouvel iPhone, de restaurer l'ancien sur celui-ci, pour le récupérer dans le même état. Tout évidemment est sécurisé et il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès et vous pouvez choisir ce qui est sauvegardé ou non. Tout ça se passe bien sûr dans les réglages de votre iPhone. Avant d'avoir un iPhone, j'avais souscrit un abonnement Microsoft 365 qui me donne droit à 1 Tera de stockage par utilisateur, mais j'ai choisi d'acheter du stockage sur iCloud afin de pouvoir bénéficier pleinement de tout l'écosystème Apple. Parce qu'il faut le dire, iCloud est bien sûr bien intégré dans toutes les applications Apple et c'est vraiment très facile de l'utiliser. Du coup, j'utilise exclusivement iCloud et Microsoft OneDrive uniquement pour la chaîne YouTube et sauvegarder mes rushs par exemple. Si vous combinez ceci à la photothèque, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la photothèque, c'est l'application qui gère vos photos, aussi bien sur votre iPad, sur votre Mac ou sur votre iPhone. Mais donc pour en revenir à iCloud, vous pouvez paramétrer votre photothèque pour mettre physiquement votre fichier photo sur iCloud et garder que sur votre iPhone ou votre Mac un tout petit fichier qui est en fait un raccourci qui va le télécharger quand vous avez besoin de cette photo. Et donc ça permet de décharger le stockage et donc de ne pas saturer votre iPhone, votre Mac ou votre iPad. Si tout ça, ça paraît chinois pour vous, n'hésitez pas à aller voir la documentation Apple qui est très bien faite, ou de vous rendre dans un Apple Store ou un Apple Premium Reseller pour vous faire aider d'un professionnel. Bon, vouloir changer de téléphone c'est bien, mais il y aura certainement des contraintes comme l'adresse mail. Par exemple, comme moi, vous avez certainement une adresse Gmail si vous êtes sur Android, que vous utilisez ou pas, en tout cas moi je l'utilise. Pour beaucoup de choses, j'ai vraiment énormément de comptes créés avec cette adresse, donc je ne peux pas me permettre de la supprimer. Je vous parle de ça parce que Apple vous propose évidemment d'avoir une adresse iCloud.com, mais je voulais quand même me plonger un maximum dans l'écosystème Apple, donc j'ai été sur Gmail et j'ai appliqué une redirection de tous mes mails Gmail sur mon adresse iCloud. Ainsi, tous les mails qui arrivent sur Gmail me parviennent sur l'adresse iCloud. J'ai été modifié à la source certains services, chez mon opérateur téléphonique par exemple, ou mon fournisseur d'énergie, ce genre de choses, mais il y a certains sites où ça n'est pas faisable. L'adresse mail est un identifiant unique qui ne peut pas être modifié. J'ai su importer mes contacts Gmail dans iCloud directement, donc là je peux me désolidariser de Gmail pour les contacts. Il y a encore un service Google que j'utilise, c'est le calendrier, parce que j'ai un calendrier partagé avec ma compagne et que elle ne passe pas à Apple. J'ai pas vraiment envie de multiplier les services pour ça. Et l'autre petit changement que j'ai opéré, c'est de passer à Apple Music. À l'origine j'étais sur Spotify, tous les deux ont le même prix, mais j'avais droit à un mois gratuit je pense sur Apple Music, et finalement je suis pas du tout déçu du service. Je retrouve tous mes morceaux favoris sur Apple Music comme je les avais sur Spotify. Le petit bémol, c'est que je ne peux pas apporter mes playlists Spotify sur Apple Music. Du coup, j'ai dû le faire manuellement et ça me permet encore une fois de faire un tri dans ce que j'écoute et surtout ce que je n'écoute plus. L'avantage, c'est qu'Apple Music est vraiment intégré dans tout l'écosystème Apple. Mais alors, iOS est vraiment plus intuitif qu'Android ? Bah en fait, pas du tout. Si vous n'avez jamais utilisé de smartphone, vous allez avoir autant de difficultés à utiliser Android qu'iOS. Les deux systèmes sont certes différents, mais disposent des mêmes capacités et vous proposent les mêmes services. Tout n'est qu'une question d'habitude, et la preuve s'il en est, c'est que dans mon travail de tous les jours, je vois des gens qui ont vraiment du mal à utiliser leur iPhone. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des avocats, des étudiants ou des enfants, il y a d'office des personnes qui ont plus de mal que d'autres. Que ce soit pour envoyer un simple
simple mail pour se connecter au Wi-Fi ou partager une photo. Les deux systèmes se valent, je trouve qu'ils sont aussi faciles l'un que l'autre, pour ma part en tout cas. Certes, Apple est un peu plus fermé qu'Android, mais si on appréhende bien le système, il y a moyen de ne pas tomber dans les pièges et de s'en sortir assez facilement. En conclusion, je peux vous dire que si vous débarquez sur iPhone, l'iPhone est un bon produit, qui est bien fini, qui est assez premium, même le plus bas de gamme est assez premium par rapport à certains téléphones Android. Et ce que je regrette, c'est le petit port Lightning qui nous embête toujours, alors que partout on a du type C, même sur l'iPad Pro. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai volontiers. Mais avant de partir, mettez un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur le bouton cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!